l'argent au cinéma renverse très souvent les vraies valeurs. Alors, c'est un très grand danger. Voilà. Bonsoir, c'est l'un des plus grands comédiens français, mais il vient rarement à la télévision. Aussi, je le remercie beaucoup d'être ici ce soir. Michel Piccoli, bonsoir. Merci à vous de m'accueillir. On ne saurait dire, et je suis sûre que cela vous plaît, si vous êtes aujourd'hui perçu davantage comme acteur de cinéma ou comme homme de théâtre. C'est par le théâtre, en effet, que tout a commencé. Vous êtes né en 1925 dans une famille bourgeoise très catholique, mais votre mère anticléricale et votre père violoniste vous donnent peut-être des goûts moins conformistes que ne le voudrait la tradition familiale. Au collège, à 9 ans déjà, vous aimiez jouer la comédie et saviez intuitivement que ce serait votre métier. Ce le fut. De Jean-Louis Barrault à Jean Vilar, vous connaîtrez les grandes aventures théâtrales des années 50 et c'est au cinéma que vous deviendrez star. Vous tournez avec tous les grands, Buñuel, Godard ou Ferreri, Claude Sautet avec Les choses de la vie ou Max et les ferrailleurs, faites-vous le séducteur bourgeois type. Vous auriez pu vous laisser enfermer dans ces rôles d'idéal masculin avec pour partenaires les plus belles femmes du cinéma français, Romy Schneider ou Catherine Deneuve. Vous fûtes d'ailleurs l'un des meilleurs Don Juan qui soit dans la très belle réalisation de Marcel Bluval à la télévision. Mais vous choisissez de casser votre image en tournant des films qui dérangent ou en remontant sur scène, en jouant la grande bouffe sur les écrans ou en travaillant avec Peter Brook ou Patrice Chéreau au théâtre. Car vous y revenez au théâtre depuis quelques années. Aux Amandiers de Nanterre, comme en Avignon, avec Shakespeare, Tchekhov, Marivaux ou Coltès. Dans quelques jours, précisément, à partir du 27 septembre, vous jouerez au théâtre Renaud Barreau à Paris une pièce de Bernard-Marie Coltès qui s'appelle Le Retour au désert, mise en scène par Patrice Chéreau et avec pour partenaire surprenante Jacqueline Maillan. Alors ce retour, sinon au désert, du moins au théâtre, est-ce que c'est la lassitude des plateaux de cinéma et le besoin d'entendre frémir un public, ou plus profondément un retour à une culture d'origine qui considérerait le théâtre comme le seul accomplissement possible du métier face au cinéma qui ne serait, lui, qu'une machine à fabriquer de la notoriété? Oh ben, vous avez très bien répondu à ma place. En effet, le théâtre est le lieu premier où l'acteur est roi, je dirais, en ce sens que il a toute la responsabilité de son métier et en plus il a la responsabilité du metteur en scène, la responsabilité de l'auteur. Là, l'acteur est complètement maître de son art et de son métier. Tandis qu'au cinéma, l'acteur est non pas la cinquième roue du carrosse, mais est un peu, non pas manipulé, mais c'est un travail de laboratoire. Et là, l'acteur passe à travers un tas de trames dont il n'est pas maître. Mais c'est le cinéma qui donne la gloire et le théâtre qui donne au fond la vraie jouissance du métier. Le théâtre peut donner la gloire aussi. Laurence Olivier a eu la gloire grâce au théâtre. Beaucoup d'autres ont eu la gloire grâce au théâtre. Il y a la gloire du théâtre et il y a la starmania du cinéma. Voilà. Alors, vous avez dit quelque part, j'ai lu dans une interview que vous aviez donnée, que revenir au théâtre, c'est éviter de sombrer dans l'angoisse, la paresse et le caprice qu'entretiennent le cinéma. Oui, Finalement, on est trop pris en charge au cinéma. Parce qu'à un certain stade, le cinéma rend l'acteur très paresseux. On pourrait résumer le travail de l'acteur au cinéma en un emploi du temps très simple. On vous vient vous chercher en voiture, on vous dit, avez-vous bien dormi? Prenez une tasse de café, on va vous maquiller, vous êtes prêt, attendez dans votre loge, voulez-vous une autre tasse de café? Vous avez tout ce qu'il vous faut. Bon, maintenant vous pouvez travailler. Au bout de 3 minutes, on vous dit retournez dans votre loge, reposez-vous, et après on vous raccompagne en voiture. Ça peut se résumer à ça. Alors quand ça se résume à ça, c'est la catastrophe. Parce qu'on risque de devenir paresseux, risque de devenir imbu de l'image recette que l'on a pu avoir, et on stagne, on vieillit. Tandis qu'au théâtre, on rajeunit tous les soirs et tous les ans. Au fond, c'est presque une façon de vouloir échapper au danger du métier. C'est une cure pour éviter d'être englouti, ce que vous disiez, la starmania tout à l'heure. C'est quoi? C'est le star system, c'est la grosse tête, c'est faire des mauvais films aussi. Oui, c'est surtout que l'argent au cinéma renverse très souvent les vraies valeurs. Alors, c'est un très grand danger. Voilà. Tandis qu'au théâtre, bien sûr, l'argent a son importance, a sa nécessité, aussi bien dans le théâtre subventionné que dans le théâtre privé, mais il y a quand même une humeur et une énergie de travail qui n'est pas complètement prisonnière de cet argent fantastique qui tourne boule la tête aussi bien des spectateurs que des acteurs. Vous avez quand même tourné beaucoup pour le cinéma. Vous avez tourné plus de 120 films. Est-ce que vous ne dites pas quelquefois j'en ai fait 100 de trop?
Non, je dirais que j'en ai fait, qu'il y en a 10% qui resteront des films intéressants ou des films cultes, c'est un peu prétentieux ce que je dis. Il faut, dans ce métier, en fait, énormément travailler pour savoir d'abord pourquoi on se fait ce métier, parce qu'on ne le sait pas, on ne le sait jamais. Hein. C'est très, très difficile de savoir ce que représente ce métier. On en a des notions. Et il faut toujours, c'est un métier aussi qui demande tellement d'énergie, tellement de rigueur, tellement de discipline et tellement de passion qu'il faut tout le temps se recharger et surtout ne pas être esclave de l'échec ou du succès. Alors vous voyez que c'est difficile. Je parlais tout à l'heure, et vous en parliez aussi, de la volonté que vous aimez bien de casser les images, de brouiller les images, et on disait la vedette bourgeoise, l'acteur intello. Vous parliez d'argent tout à l'heure. Est-ce que ça vous a gêné ou pas, rétrospectivement, de faire de la publicité? Vous avez fait de la publicité pour des romans de gare, Oui, notamment. je n'en étais ni fier ni honteux. J'ai fait ça parce que j'avais besoin d'un peu plus d'argent que mon métier pouvait me le procurer, parce que j'avais des dettes. Mais quand on a des dettes et qu'on a les moyens de récupérer de l'argent pour les payer, on n'a pas à se plaindre. Bien sûr. Voilà. Alors, les prisons, comment réagissez-vous quand vous voyez que des détenus se mettent en grève? Est-ce que c'est une réaction d'exaspération, vous disant d'abord délinquant et en plus on revendique? Ou bien est-ce que vous êtes compréhensif en vous disant que déjà la détention, ça suffit à soi seul? Je suis tout à fait compréhensif. Parce que qui sont les personnes qui sont en prison? On dit que ce sont des malfaiteurs, ce sont des voyous, ce sont des assassins, ce sont des terroristes. Il y a différents degrés dans la déchéance mentale humaine. Mais, donc on ne peut pas traiter de la même façon un cas pathologique extrême et un cas social tout à fait attendrissant, je dirais, émouvant. C'est pour ça que les échelles de peine sont différentes, d'ailleurs. Oui, les échelles de peine, mais encore faudrait-il que le comportement de l'incarcération soit différent suivant les échelles de l'individu. Moi, je suis allé en prison, quitte à faire bondir certaines personnes. Il m'est arrivé d'aller en prison, pas encore comme détenu, mais invité par des éducateurs qui me demandaient d'aller parler à ces prisonniers, comme quelquefois on vous demande d'aller parler à des personnes dites normales. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes... Alors, je me suis aperçu, ça m'est arrivé très souvent, hélas, je n'ai pas le temps d'être un éducateur. Il y a un organisme extraordinaire chez les étudiants. Il y a 800 étudiants qui ont d'ailleurs des représentants au ministère de la Justice, qui passent leur samedi, leur dimanche et leur soirée et leur nuit à aller visiter les prisonniers. Et je me suis aperçu d'une chose, c'est que dans une prison, c'était les prisons d'arrêt, c'est encore particulier, il y a deux catégories d'individus qui ont l'air d'être en prison, les détenus, bien sûr, et les gardiens, qu'on appelle les matons. Comment se fait-il, ou pourquoi ne pourrait-on faire des gardiens de prison des éducateurs, comme on fait dans les hôpitaux, des infirmières, des presque médecins, des gens attentifs, éduquants, écoutants, réprimants, bien sûr. C'est une chose qui m'a totalement affolé. C'est-à-dire vous souhaiteriez que les gardiens de prison aient une formation qui aille au-delà de la surveillance. Au-delà de la seule surveillance qui consiste à ouvrir et fermer les portes. À mon sens, ce serait une des réformes capitales à faire pour les prisons. En plus de refaire des prisons, construire des prisons, reparler sur la morale de la prison. Mais déjà, ça, concrètement, rendre les gardiens de prison des éducateurs de haut niveau. Alors de la prison, passons sans transition à la télévision. C'est question de chaîne, après tout. C'est une autre prison, ça vous voulez dire? Mettons qu'il y ait des chaînes, là aussi. Bon, la télévision qui implose, là, sous des revendications de salaire, comment est-ce que vous jugez toute cette affaire, finalement, parce qu'elle s'est trouvée très personnalisée, alors que les problèmes sont latents, demeurent service public comme secteur privé? Oui, je crois que le problème de la télévision dépasse largement le cas de Madame Ockrent, qui est un révélateur pour sans doute des revendications nécessaires, indispensables. Mais comment ose-t-on, en public, comme ça, étaler le comportement, le salaire ou la rancune que l'on peut avoir pour une personne qui a une audience extraordinaire, qui a un talent extraordinaire, reconnu, nécessaire, indispensable, sur une chaîne qui devient, comme une autre chaîne, une chaîne commerciale. Donc c'est un très mauvais et un très dégoûtant procès, je trouve, qui se fait là. Oui, c'est une sorte de curé personnel alors que le problème est profond. Oui, ça devient du corporatisme un petit peu déplaisant et on perd du temps avec ces discussions.
Oui, c'est-à-dire Je ne que... veux pas vous couper la parole sur le sujet. Non, non, mais pas du tout. Mais votre indignation paraît réelle. C'est un peu comme si on disait que les problèmes du cinéma viennent du salaire de Michel Piccoli. Oui, mais les problèmes du cinéma ne viennent pas des salaires des stars, et en particulier pas du mien, parce que, fort heureusement, Oh, mais de je Piccoli, suis de Long, je d'autres. suis un employeur multiple, j'ai cette chance. C'est-à-dire que j'ai affaire à des employeurs riches et honnêtes, riches et malhonnêtes, pauvres et honnêtes, pauvres et malhonnêtes. Donc, mon échelle des salaires est très variable, très haute ou très basse. Mais là n'est pas mon cas. Je veux dire, les salaires des stars peuvent paraître prohibitifs, mais Ça si dépend les gens ça sont dépend ce qu'on leur stars, demande. si les gens Oui. sont stars, c'est qu'ils ont eu le talent d'être stars, qu'on leur demande d'être stars. Alors que maintenant, on n'aille pas se plaindre en disant je ne suis pas une star, je ne gagne pas assez d'argent que Madame Untel ou Monsieur Untel. C'est un faux problème. Et Ça. qu'on leur demande en plus de porter un produit commercial qui doit rapporter de l'argent et qui doit rapporter de la publicité. Et si on leur a demandé de venir, après tout, c'est comme des joueurs de football qu'on achète à prix d'or parce qu'il faut que leur club gagne. Et au fond, c'est ça, c'est une stratégie de club d'abord. Oui, mais attention, là, on va un peu loin parce qu'en effet, aussi bien les stars de la télévision que quelquefois les stars de cinéma, je suis le premier à le dire, que les stars du sport sont quelquefois, en effet, deviennent des espèces de produits commercialisés où le sens, l'éthique de leur métier est complètement étouffé par ça. Le président de la C'est République a dit, si j'en crois le journal du dimanche, aujourd'hui que le talent et le travail doivent être récompensés. Disons que ce serait le point final à la querelle. On saura toujours que dans notre société, la hiérarchie des salaires existera toujours. Elle est quelquefois trop... oui. Trop importante. Vous aimez pas beaucoup la télévision, au fond. Vous y paraissez peu, vous y venez peu. Vous avez été très en pointe dans le combat de l'année dernière, télé privée, télé publique. Oui, je le suis toujours. Et pourtant, vous jouez pour la télévision. Je parlais du Bluval tout à l'heure. Vous allez faire, je crois, autre chose. C'est tout à fait différent. Vous savez, j'ai connu, moi, la télévision il y a très longtemps, quand elle est née, presque. Et je dois dire que la guerre cinéma et télévision date une longue date, ça. C'est parce qu'il y a eu, disons, un lobby cinéma et un lobby télévision, et que dès la naissance de la télévision, les gens de cinéma ont méprisé le petit écran, et les gens du petit écran ont jalousé le grand écran. C'est de là que tout est né. Alors que moi, le petit écran est pour moi, a toujours été pour moi un moyen d'exercer mon métier et de diffuser des œuvres exceptionnelles, des moments exceptionnels, que ce soit dans l'information, dans le théâtre, et surtout dans la création propre de la télévision. J'aime la télévision quand la télévision crée elle-même ce qu'elle doit et ce qu'elle sait et ce qu'elle peut ou ce qu'elle doit apprendre à créer. Alors que maintenant, elle est devenue une espèce de tremplin publicitaire pour n'importe quoi et pour tout. Voilà. Elle crée un peu quand même. Allez. Mais elle crée un peu quand même, mais tellement peu et tellement pas assez. Alors, on parlait un peu de politique tout à l'heure. On a vu des images du Parti socialiste, du RPR. On verra tout à l'heure les centristes. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes favorable à ce genre de consensus général qui a l'air de se dégager, ou est-ce que vous regrettez le temps des idéologies tranchées dont finalement vous avez fait partie des combats politiques très tranchés. Or aujourd'hui, on a le sentiment qu'il y a une sorte de halo centriste qui englobe tout. Oui. Est-ce que ça vous convient ou est-ce que vous le regrettez? C'est beaucoup moins tranché maintenant parce que nous avons eu de telles défaites dans nos idéologies, de gauche ou de droite, que ce soit la défaite de la dernière guerre mondiale, bien que soi-disant on ait gagné la guerre, que la défaite de la croyance au communisme russe font que nos idéologies ont été bouleversées et qu'il y a eu une espèce de fatigue extraordinaire vers le politique d'un tas de gens. Alors, cette ouverture est sûrement nécessaire, mais je crois que l'idéologie est une chose complètement vitale pour la vie de l'individu. Je ne crois pas du tout à l'ouverture, à la troisième force, au centre qui va venir béatement dire la paix est rétablie. Je crois que la liberté de vivre ne peut s'imposer qu'à cause de luttes perpétuelles et que les idéologies sont le pain et le vin de tous les jours. Et néanmoins, vous me disiez l'autre jour que vous pensez que l'Europe amène forcément une pacification des idéologies.
Oui, mais vos convictions européennes, justement, combattent vos convictions idéologiques sur ce plan-là. Non, parce qu'il y a aussi, au sein de l'Europe, un combat économique et social qui rejoint les combats idéologiques d'antan. Jean-Marie Le Pen, qu'est-ce qui vous inspire? De l'indifférence, du mépris, de la colère? Vous savez, depuis le temps que je connais les agissements de l'extrême droite française, quelquefois alliés un petit peu à la droite, depuis le temps, j'en entends des vertes et des pourries. D'habitude, on dit des vertes et des pas mûres. Je dis, ça fait longtemps que j'en entends des vertes et des pourries. Alors, si vous voulez, on va passer à un autre sujet. Bien qu'il ait son importance. Oui, mais quand... Alors, oublions Le Pen, mais quand vous voyez... non, n'oublions pas Le Pen. Quand vous voyez des militants du Front National, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Que ça doit bien vous arriver d'en rencontrer peut-être même des spectateurs qui viennent vous voir. Oh, bien sûr. Et qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ces gens-là? J'aurais envie de leur raconter un petit peu l'histoire française depuis que l'extrême droite française agit. Voilà. Et leur faire comprendre que ce sont les gens qui sont le plus coupables de toutes les malversations et de toutes les hontes guerrières que la France a pu mener ou mal mener. Mais est-ce que vous croyez que c'est des réponses suffisantes de culpabiliser des gens en leur disant vous êtes responsable de tout un passé, ou est-ce que vous croyez que c'est le discours adapté? Il faut leur dire aussi vous êtes responsable de tout un avenir. Cela dit, je trouve très bien qu'on ait beaucoup reproché à M. Mitterrand par un jeu électoral de faire renaître M. Le Pen et l'extrême droite, je trouve ça au contraire très sain. Moi, j'étais très heureux qu'il y ait des représentants de cette faune à l'Assemblée, cette faune existant, et non pas de la laisser dans les sables mouvants comme ça, d'un centrisme peureux. Ce qui est le cas aujourd'hui. L'abcès éclate, c'est nécessaire.